Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la cité légendaire de l'Atlantide, que vous connaissez tous certainement. Décrite par Platon, le philosophe grec, l'Atlantide serait une civilisation fabuleusement riche et très avancée, emportée par la mer et perdue à jamais dans une histoire qui n'a cessé de captiver l'imagination des lecteurs. On retrouve la même similitude pour la civilisation perdue de l'Empire de Mu. Nombre d'explorateurs, à l'instar du capitaine Nemo chez Jules Verne, veulent mettre le cap sur l'Atlantide, cité qu'un raz-de-marée aurait englouti dans les profondeurs de l'Atlantique, environ 9000 ans avant Jésus-Christ. En l'absence de preuves archéologiques ou d'informations provenant des sources autres que Platon, la légende pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Mythe platonique, utopie d'explorateurs, l'Atlantide demeure aujourd'hui l'un des plus grands mystères de notre monde et fascine avec la même ferveur exploratrice et historien du monde entier depuis des siècles et des siècles. Mais vous devez vous demander, l'Atlantide a-t-elle vraiment existé? Ou alors est-elle basée sur l'ancienne civilisation minoenne? La catastrophe qui a balayé la ville fut-elle l'éruption de Terra sur l'île de Santorin, dans la mer Égée, ou toute l'histoire fut-elle une fiction inventée par Platon pour illustrer la gloire de sa propre ville, Athènes, et fournir un exemple moral de ce qui arrive aux villes qui deviennent cupides et négligent l'état de droit? S'il s'agissait d'un véritable état, qui l'a fondé? La réponse à toutes ces questions sont dans la vidéo, alors venez avec moi. Platon présente son récit comme une histoire vraie, en prêtant à Socrate, dans le Timée, les mots suivants: que ce ne soit pas une fiction fabriquée, mais une histoire véritable. Voilà ce qui est essentiel. Et voilà de quoi ouvrir les portes de toutes les imaginations. En l'espace d'un seul jour et d'une nuit terrible, tout ce que vous aviez de combattants rassemblés fut englouti dans la terre, et l'île d'Atlantide de même fut engloutie dans la mer et disparut à jamais. D'abord résumé dans le Timée, le récit de la mythique Atlantide est longuement développé dans le Critias de Platon, dont les éléments les plus mémorables sont les descriptions de l'essor et de la chute soudaine de cette mystérieuse civilisation perdue. Berceau d'une humanité supérieure, dévoyée de son immense flotte, de ses anneaux concentriques alternant terre et eau, et de ses temples recouverts d'or. Zeus, témoin de l'orgueil et de la cupidité grandissante des Atlantes, aurait décidé de les punir en provoquant un cataclysme qui submergea l'île il y a 9600 ans ou 10 000 ans avant Jésus-Christ. Longtemps considérée comme une simple fable issue de l'imagination du penseur, cette île imaginaire, dont les rois seraient les descendants directs de Poséidon, trouve écho chez certains géologues, scientifiques et historiens, qui croient en une civilisation exceptionnelle, qui attend inlassablement au fond de l'océan que l'on perce enfin les secrets de son existence. À l'heure actuelle, les écrits de Platon sont les seules pistes d'exploration dont disposent les scientifiques pour mener à bien cette quête. Écrits qui intriguent d'ailleurs fortement par son contenu. Mais vous le savez certainement, l'Atlantide n'est pas la seule civilisation disparue et pourtant extrêmement célèbre. Je parle bien sûr de l'Empire de Mu et le continent de Lémurie, qui existait ou pas sur la Terre à des époques lointaines, comme on peut le voir sur la carte. L'histoire de l'Atlantide apparaît pour la première fois dans le Timée de Platon, l'une de ses dernières œuvres. Le titre du dialogue provient de son protagoniste, un philosophe fictif du sud de l'Italie, qui discute de l'âme avec Socrate. Ce dialogue particulier n'est cependant pas un dialogue philosophique, mais plutôt un exercice de sophisme qui consiste en un très long monologue de Timée sur la création du monde. Le passage sur l'Atlantide est exposé au début du dialogue par Critias,
un sophiste qui vécut entre 460 et 403 avant Jésus-Christ, présente ses idées avec exagération et embellissement pour capter l'attention de l'auditeur et ne transmettre que l'essence des idées. Tout est opaque, rien n'est exact. Il faut prendre tous les moyens littéraires nécessaires pour exprimer des idées philosophiques complexes et les rendre plus compréhensibles. C'est peut-être dans cet esprit qu'il faut lire le mythe de l'Atlantide. L'histoire de Critias est introduite par un autre invité, Hermocrate, général historique de Syracuse, qui incite Critias à raconter son histoire. Critias commence par souligner que son histoire est vraie et qu'elle fut attestée par Solon, un homme d'État et poète grec qui vécut entre 640 et 560 avant Jésus-Christ. Critias reconnaît que son histoire est très étrange, mais pourtant chaque mot est vrai. Il dit que Solon la raconte à son ami Dropide, l'arrière-grand-père de Critias, et qu'elle fut transmise de génération en génération dans la famille. Solon, nous dit-on, entend l'histoire lors de ses voyages en Égypte, plus précisément par des prêtres érudits à Saïs, et il avait l'intention de mettre par écrit, mais il n'en fut eu jamais l'occasion. Et elle entreprend d'asservir tout le territoire situé à l'intérieur du détroit, y compris votre région et la nôtre, d'un seul coup. C'est alors Solon que la puissance de votre cité brille par son excellence et sa force aux yeux de toute l'humanité. Critias explique ensuite que la discussion de la veille avec Socrate et l'évocation d'une cité idéale et des institutions politiques proposées par le grand philosophe lui ont rappelé cette histoire. Il propose donc d'utiliser cette histoire comme la base de la discussion de ce jour. Socrate est d'accord, car c'est juste à ce moment-là la fête de la déesse protectrice d'Athènes, Athéna. Et de plus, ce n'est pas une histoire inventée, mais un récit véridique, dit-il. Critias aimerait raconter cette histoire, car elle illustre l'une des plus grandes réalisations d'Athènes. Mais elle fut malheureusement oubliée au fil du temps, en raison de sa grande ancienneté. Selon les prêtres égyptiens, 9000 ans avant Platon. La grande réussite de cette Athènes antique est décrite par Critias, qui cite le prêtre s'adressant directement à Solon. Les annales parlent d'une grande puissance que votre cité arrêta jadis dans sa marche insolente contre toute l'Europe et l'Asie en même temps. Une puissance qui surgit d'ailleurs de l'océan Atlantique. Car à cette époque, cet océan était praticable, puisqu'il comportait une île en face du détroit que vous autres appelez les piliers d'Hercule. Cette île était plus grande que la Libye et l'Asie réunies, et elle permettait aux voyageurs de l'époque de se rendre sur les autres îles. De ces îles, on pouvait ensuite se rendre loin de l'autre côté, sur tout le continent qui entoure cette véritable mer. Tout ce qui se trouve ici, à l'intérieur du détroit, dont nous parlons, semble n'être qu'un port à l'entrée étroite, alors qu'il y avait vraiment un océan là-bas, et que la terre qui l'entoure mérite vraiment d'être appelée un continent. Sur cette île de l'Atlantide, des rois avaient établi un grand et merveilleux pouvoir, et ils régnaient non seulement sur l'île entière, mais aussi sur de nombreuses autres îles et des parties du continent. De plus, leur domination s'est étendue même à l'intérieur du détroit, de la Libye jusqu'à l'Égypte et en Europe jusqu'à la Tyrénéie. Un jour, cette puissance rassemble toutes ses forces. L'histoire de l'Atlantide réapparaît cette fois de manière plus détaillée dans le Critias de Platon. Cette œuvre fait suite à la conversation dans le Timée, et maintenant Critias va présenter les théories de l'état idéal de Socrate, dans le contexte d'une cité réelle, celle d'Athènes, il y a 9000 ans. Il montre ainsi comment ces institutions permettent aux Athéniens de vaincre une civilisation technologiquement avancée venue de l'Atlantide, et de prospérer par la suite. Le dialogue est incomplet, puisque le discours de Critias ne va pas jusqu'à la guerre entre Athènes et l'Atlantide, et il s'interrompt au milieu de l'histoire, et le quatrième personnage, Hermocrate, n'a pas son tour de parole.
bien que Socrate l'ait indiqué au début. Critias commence son discours ainsi. Avant tout, rappelons-nous qu'en somme, il s'est écoulé 9000 ans depuis la guerre qui, d'après les révélations des prêtres égyptiens, éclate entre les peuples qui habitaient par-delà les colonnes d'Hercule et tous ceux qui habitaient en deçà. C'est cette guerre qu'il me faut maintenant raconter en détail. En deçà, c'est notre ville, dit-on, qui eut le commandement et soutint toute la guerre. Au-delà, ce furent les rois de l'île de l'Atlantide, aujourd'hui engloutis par des tremblements de terre, n'a laissé qu'un limon infranchissable, qui barre le passage à ceux qui cinglent d'ici par la Grande Mer. L'Atlantide réapparaît quelques pages après une description de la façon dont les dieux Athéna et Héphaïstos reçurent Athènes pour la gouverner de la vie primitive de cette ville et de ses anciens rois. C'est ainsi que Poséidon, ayant eu en partage l'île Atlantide, installe des enfants qu'il avait eus d'une femme mortelle. Suit alors une description longue et détaillée de l'Atlantide. L'île était montagneuse, s'élevait directement de la mer. Elle avait des plaines centrales, fertiles avec une colline centrale entourée d'anneaux de mer et de terre, qui avait été créée par Poséidon pour protéger son peuple. On nous dit que les premiers rois furent Atlas, et que la terre s'appelait l'Atlantide, et l'océan qui l'entourait s'appelait, vous l'avez deviné, l'Atlantique. La race prospère pendant de nombreuses générations, et ils conquirent les terres autour de la Méditerranée. La terre de l'Atlantide produisait des arbres, des métaux, une nourriture abondante, et elle était habitée par de nombreuses créatures, dont des éléphants. Le peuple de l'Atlantique vivait bien, il domestiquait les animaux, irriguait ses cultures, construisait des villes avec des ports et des bateaux aux temples, des ponts et des canaux avec des murs et des portes pour relier les anneaux des mers autour de l'île. Ces derniers étaient ensuite décorés de bronze et d'étain, telle était l'abondance des ressources. Au centre de la ville se trouvait le temple de Poséidon, entièrement revêtu d'argent et doté d'un toit en ivoire. L'ensemble était ensuite entouré d'un mur d'or pur et décoré de statues en or, description qui rappelle fortement les cités d'or. La ville possédait des fontaines d'eau chaude et d'eau froide, des bains, des gymnases, une piste de course de chevaux et une énorme flotte de navires de guerre. La population était énorme et l'armée pouvait aligner une force de 10 000 chars. Les pratiques religieuses sont ensuite décrites et elles impliquent la poursuite et le sacrifice de taureaux, chose qui vous rappelle quelque chose ? Elle ressemble étrangement aux Minoens et aux Mycéniens. Cette race de l'Atlantide était tout simplement la plus peuplée, technologiquement plus avancée, la plus puissante et la plus prospère jamais vue. Pourtant leur déclin allait être rapide et implacable. Tout infecté qu'ils étaient d'injustes convoitises et de l'orgueil de dominer. Alors le dieu des dieux, Zeus, qui règne suivant les lois et qui peut discerner ces sortes de choses, s'apercevant du malheureux état d'une race qui avait été vertueuse, résolut de les châtier pour les rendre plus modérés et plus sages. À cet effet, il réunit tous les dieux dans leur demeure, la plus précieuse, celle qui, située au centre de tout l'univers, voit tous ceux qui participent à la génération, et les ayant rassemblés, il leur dit « Et là, l'histoire s'interrompt, et le texte de Critias se termine. Nous savons cependant, grâce aux références précédentes dans le Critias et dans le Timée, que l'Atlantide fut vaincue par les Athéniens lors d'une guerre, et que l'Atlantide fut emportée dans la mer par des tremblements de terre et des inondations pour ne plus jamais être revue. » Platon introduit, du moins à première vue, l'histoire de l'Atlantide seulement pour montrer que l'Athènes antique était une grande cité et son peuple, avec son état de droit, était capable de défendre sa liberté contre une puissance étrangère, agressive et supérieure. Il y a certainement un côté moral à l'histoire aussi, à savoir que l'avidité de richesse et de pouvoir n'apporte que la destruction.
En tant que métaphore, l'histoire de l'Atlantide et la victoire d'Athènes peuvent représenter la bataille de Marathon en 490 avant Jésus-Christ, lorsque les Grecs battent l'armée perse de Darius. La métaphore des Grecs combattant des barbares, représentés par des créatures mythiques, telles que les centaures, était déjà évidente dans l'art grec avant Platon. L'expression « obligé de rester seul » fait-elle référence à l'absence des Spartiates à Marathon? Et qu'en est-il de l'emplacement physique de l'Atlantide? Nombreux sont ceux qui considèrent que l'île et sa disparition furent inspirées par l'éruption volcanique, les tremblements de terre et les tsunamis qui suivent sur l'île égéenne de Terra à la fin de l'âge de bronze et qui détruit cette culture particulièrement et coule la majeure partie de l'île. Terra, avec son vaste réseau commercial et ses bateaux et ses beaux-arts, aurait sûrement été considéré comme avancé et prospère par les civilisations contemporaines. Quelle meilleure façon de se souvenir de cette extinction choquante que par un mythe? La description des montagnes de l'Atlantide correspond certainement à celle d'une île volcanique, mais sa taille, son emplacement dans l'Atlantique ne correspondent pas à Terra. Ensuite, il y a la mention de la poursuite et du sacrifice du taureau en Atlantide. Serait-ce une référence à la pratique bien documentée de la Crète minoenne, où le saut au-dessus du taureau, son culte et son iconographie sont omniprésents dans les archives archéologiques? Selon de nombreux spécialistes, les dialogues suivants de Platon s'intitulent Minos, du nom du roi légendaire de l'île, admiré par Platon pour ses talents de législateur. Comme on l'a vu, selon les intellectuels contemporains, l'Atlantide de Platon est une pure fiction destinée à illustrer les idées politiques du philosophe. Pourtant, partout dans le monde, on retrouve la trace et le souvenir d'un empire maritime, puissant, hautement civilisé et colonisateur et extrêmement avancé technologiquement, dont la disparition brutale et soudaine hante encore la mémoire de l'humanité. Des deux côtés de l'Atlantique, de frappantes similitudes sur le plan linguistique, ethnique, mythologique, culturel, architectural et technologique laissent penser que les brillantes et énigmatiques civilisations du début de notre histoire étaient les héritières d'un peuple très avancé en tout point de vue. Les miracles sumériens, égyptiens, phéniciens, toltèques, mayas, etc. trouveraient-ils leur origine dans la civilisation de l'Atlantique? Cette superpuissance préhistorique, ou fut-elle influencée par une autre civilisation avancée, celle de l'Empire de Mu? Le mystère demeure entier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.